Il a laissé tomber $1 dans mon verre et est parti avec ma femme. J'ai souri et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, sa clé ne rentrait plus dans la serrure. Puis son avocat a appelé, tremblant, parce que cet homme silencieux qu'il avait renvoyé devant une salle pleine de gens avait déjà 3 coups d'avance sur lui depuis le début. Je m'appelle Richard Frost. J'ai 53 ans. Je suis associé gérant dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des sociétés que j'ai bâti à partir d'un bureau de 2 bureaux à Charlotte, en Caroline du Nord. J'ai passé 30 ans à apprendre comment les institutions se protègent, comment la richesse se déplace discrètement, et comment les accords tiennent ou s'effondrent sous la pression. Il s'avère que cette connaissance va dans les deux sens. Vivant et moi sommes mariés depuis 22 ans. Elle avait 49 ans, elle avait l'air pimpante, le genre de femme qui entrait dans une pièce et faisait que les gens se redressaient sans le vouloir. Pendant la majeure partie de notre mariage, cette énergie a joué en notre faveur. Puis, vers l'année 17, elle a cessé de fonctionner pour nous et a commencé à fonctionner pour elle seule. Elle a créé un cabinet de conseil en nutrition et bien-être. Rien de mal à ça. Je l'ai encouragée. J'ai payé les certifications, l'espace studio, le consultant en images de marque, les retraites qu'elle organisait 2 fois par an à Asheville. Ce que je n'ai pas payé, c'est ma propre invisibilité, mais apparemment, elle est venue gratuitement avec le forfait. La fête a eu lieu au domaine Harrington un vendredi fin octobre. Une foule de vieilles richesses, de nouveaux riches prétentieux, et tout le monde entre les deux essayant de savoir à quelle catégorie ils appartenaient. Vivant portait une robe vert foncé et se déplaçait dans la pièce comme si elle en possédait chaque centimètre carré. Je suis resté près d'elle pendant la première heure. Au bout de la deuxième, j'étais un meuble. C'est alors que Clifford Aldi est entré en scène. Il avait 50 ans, PDG d'une start-up technologique qui faisait du bruit dans l'espace fintech. Un costume bleu marine sur mesure. Le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais été refusé par quelqu'un qui comptait pour lui. Il s'est dirigé vers Vivant comme s'il connaissait déjà le chemin. Je l'ai regardé de l'autre bout de la pièce. Elle a ri trop vite à tout ce qu'il disait. Lui a touché le bras, a incliné la tête en arrière comme elle le faisait avec moi il y a longtemps. Je me suis approché, non pas pour faire une scène, juste pour exister. Clifford m'a regardé comme les hommes regardent quelque chose qu'ils ont déjà décidé n'être pas une menace. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Il a fouillé dans la poche de sa veste, en a sorti un billet $1, et l'a posé sur le bord de mon verre de bourbon intact. Décontracté, délibéré, comme on donne un pourboire à un vestiaire. Ne vous inquiétez pas pour elle ce soir, dit-il, sans même baisser la voix. Elle est entre de bonnes mains. Vivien n'a pas bronché. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste souri au sol en marbre comme si elle attendait que je disparaisse. La pièce est devenue très silencieuse de cette manière spécifique que les pièces adoptent quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder. J'ai regardé le $. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Puis j'ai pris mon bourbon, l'ai fini d'une seule traite lente, et posé le verre sur le billet et suis sorti. Pas de voix élevée, pas de doigts pointés, pas de scène. J'ai entendu quelqu'un derrière moi marmonner quelque chose. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière car ce que Clifford Aldi ne savait pas, ce que Vivant n'avait apparemment jamais pris la peine de lui dire, c'est que le mari ennuyeux et silencieux qu'elle tolérait depuis des années avait passé 3 décennies à apprendre exactement comment démanteler des gens comme lui légalement, définitivement, sans laisser de traces. Il m'avait tendu $1. Au moment où tout cela serait terminé, il me donnerait tout le reste aussi. Il ne le savait pas encore. Et elle non plus. Je ne suis pas retourné au domaine Harrington. Je ne me suis pas assis sur le parking à attendre. Je ne l'ai pas appelé 17 fois pour laisser des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je suis rentré chez moi, me suis versé 2 doigts de bourbon, le bon, pas le verre de fête qu'elle avait contaminé avec le théâtre de Clifford Aldi, et me suis assis dans mon bureau. La maison était silencieuse. 22 ans de silence accumulé, le genre qui s'installe dans les murs d'un endroit après que les enfants ont grandi et que les dîners s'arrêtent et que les 2 personnes qui y vivent cessent de se poser de vraies questions. Colin était parti pour Berlin il y a 4 ans. Un gamin intelligent, bâti comme son père. Pas au sens physique, mais dans sa façon de penser. Méthodique, patient, ne montrait jamais son jeu avant la dernière seconde possible. J'avais payé chaque semestre de ses études à l'étranger, chaque frais de dossier de stage, chaque cours de développement professionnel.
Vivant lui avait dit que c'était sa gestion des finances du ménage qui avait rendu cela possible. Je n'ai jamais corrigé cela. Je me suis dit que la vérité finirait par éclater. Elle le fait toujours. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à minuit. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je ne m'y attendais pas. Ce que j'ai fait, c'est ouvrir mon ordinateur portable et passer 3 appels téléphoniques. Un à mon avocat personnel, un à la société de sécurité avec laquelle je travaillais discrètement depuis 6 semaines, et un au serrurier que j'avais déjà informé 2 jours plus tôt. Le dernier appel fut le plus court. 4 mots, demain matin. 7 heures précises. Voici ce que les gens ne comprennent pas à propos des hommes comme moi. Nous ne réagissons pas. Nous avons déjà agi. La fête n'était pas un déclencheur. C'était une confirmation. J'observais le schéma depuis des mois. Les consultations de bien-être tardives. Le client qu'elle n'a jamais nommé. Le week-end de retraite à Asheville où elle est revenue avec un nouveau parfum et une histoire qui contenait 3 incohérences que j'ai relevées dans les 30 premières secondes. Je ne l'avais pas confrontée. J'avais documenté. Au moment où Clifford a laissé tomber ce dollar sur mon verre, j'avais 6 semaines d'enregistrement de sécurité du parking de l'entreprise. 2 mois de relevés financiers montrant des retraits de comptes joints que je n'avais pas autorisés et un dossier sur le serveur privé de mon cabinet qui ferait dresser les cheveux à n'importe quel médiateur. J'étais un mari en colère. J'étais un mari préparé. À 1h14 du matin, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Vivant. Ne m'attends pas, 3 mots, pas une question, pas des excuses, une directive. Comme si elle gérait un emploi du temps. J'ai posé le téléphone face cachée et je suis allé me coucher. Elle n'était pas à la maison quand je me suis réveillé. Je n'ai pas été surpris. J'ai fait du café, nourri le chien, lu 2 contrats qui nécessitaient ma signature pour lundi. À 6h58, la camionnette du serrurier s'est arrêtée. À 7h40, toutes les serrures extérieures de la propriété avaient été remplacées, de nouvelles clés dans la poche de ma veste, le panneau de sécurité mis à jour, le code du portail changé. À 8h15, j'ai appelé mon assistante et lui ai dit de signaler toute communication pour Vivian Frost à la ligne générale du cabinet comme non prioritaire. Courtoisie professionnelle, rien de plus. Puis j'ai traversé la ville jusqu'à l'appartement que j'avais loué au service de location 10 jours auparavant. Un appartement propre et fonctionnel de 2 chambres dans le quartier de Dilworth, et je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café frais et mon ordinateur portable. Le système de sécurité de la maison était lié à mon téléphone, chaque caméra, chaque capteur. Je n'avais pas besoin d'être là pour voir ce qui se passerait quand elle rentrerait à la maison. J'ai ouvert le flux en direct à 11h47 et j'ai regardé son Uber s'arrêter devant le portail. Elle portait toujours la robe verte, les cheveux attachés maintenant, des mèches lâches au cou. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée avec la démarche confiante d'une femme qui s'attend à ce que le monde s'arrête pendant qu'elle le rattrape. Elle a glissé sa clé, l'a tournée, s'est arrêtée, a réessayé, plus fort cette fois, comme si la porte, ou quelque chose. Puis le coup. 2 coups fermes. Puis 3 de plus. Puis le téléphone pressé contre son oreille. Mon téléphone a montré l'appel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a essayé 2 fois de plus. Les 2 fois, la messagerie vocale. Elle a reculé et c'est alors qu'elle a vu la petite affiche imprimée monter sur le chambranle de la porte. Je l'avais fait laminer. Accès à la propriété mis à jour. Conseiller juridique retenu. Information de contact ci-jointe. Elle est restée très immobile un instant et j'ai observé cette immobilité à 6 miles de distance avec mon café qui refroidissait sur la table à côté de moi et quelque chose qui n'était pas exactement de la satisfaction, plus une sorte de résolution. Le genre que l'on ressent quand une longue équation s'équilibre enfin. Vivien avait passé des années à construire une version de notre vie où j'étais l'arrière-plan, le mécanisme de financement, le substitut. Elle s'était fabriqué une histoire et m'avait relégué à une note de bas de page. Mais les notes de bas de page ont l'habitude de survivre au chapitre auquel elles sont attachées. Son appel suivant ne m'était pas destiné. C'était à sa sœur Sheila. Je le savais parce que Sheila m'a envoyé un SMS 11 minutes plus tard. Seulement 5 mots, elle est dehors. Tu vas bien? J'ai répondu, je vais bien, et je l'ai joint. Sheila m'a appelé à 14h. Pas un SMS cette fois. Un véritable appel,
ce qui m'a indiqué que la situation devant ma maison avait dépassé ce qu'un message de 5 mots pouvait contenir. J'ai répondu au deuxième coup. Richard. Sa voix était prudente. Sheila avait toujours été la plus stable des deux sœurs. Moins de fioritures, plus de substance. Elle est dehors depuis presque 2 heures. Elle me demande de venir. C'est à toi de voir, j'ai dit, je ne t'arrête pas, une pause. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis un moment, honnêtement. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je me suis dit que quelque chose comme ça allait arriver. Je veux que tu saches que je ne prends pas parti. Je ne te le demande pas, elle a expiré. Elle va appeler ta mère ensuite si je ne me montre pas, ma mère habite à Asheville et ne répond pas aux numéros inconnus. J'ai dit, Vivian le sait. Elle a presque ri. Presque. D'accord, j'y vais. Mais Richard, juste pour que tu saches, elle m'a dit que Clifford était une relation d'affaires. Que la nuit dernière, c'était du networking. J'ai laissé cela s'installer un instant. Sheila, j'ai dit finalement, j'ai passé 30 ans à lire des contrats écrits par des gens qui avaient besoin que je croie exactement ce qu'ils voulaient que je croie. Je sais à quoi ressemble le networking, et je sais à quoi ressemble un dollar laissé tomber dans le verre d'un homme. Silence. Je te contacte plus tard, j'ai dit, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai ouvert le flux de la caméra du portail sur mon ordinateur portable. Vivian était assise sur le perron, ses talons à côté d'elle, le téléphone dans les 2 mains. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir que le bâtiment qu'elle possédait appartenait en fait à quelqu'un d'autre, ce qui, dans tous les sens légaux importants, était précisément correct. La maison était à mon nom depuis le jour où nous l'avions achetée. Cela faisait partie d'une structure d'actifs plus large que j'avais bâtie méthodiquement sur 20 ans. Vivian avait signé les documents de refinancement en 2016 sans lire au-delà de la page 3. Je le savais parce que je l'avais vu le faire. Elle avait été au téléphone avec un client tout le temps, paraphant les cases avec l'efficacité de quelqu'un qui vide sa boîte de réception. Ces paraphes avaient réaffirmé chaque clause protectrice de l'accord original. À 15h15, la voiture de Sheila est apparue sur la caméra du portail. Elle s'est garée, a marché jusqu'à Vivian, et les deux ont parlé pendant plusieurs minutes. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais lire la posture. Sheila gardait les bras croisés. Vivian continuait de gesticuler vers la porte. Finalement, Sheila a secoué la tête une fois fermement et a pointé du doigt sa propre voiture. Vivian s'est levée, a pris ses chaussures, et monté dans le siège passager. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis allé faire une promenade. Charlotte fin octobre a une qualité particulière. L'air devient vif et propre. Les feuilles des chênes deviennent ambre et rouille. Et la ville ralentit juste assez pour que l'on puisse réfléchir. J'ai marché 6 pâtés de maison et j'ai pensé à Colin. Il était à Berlin, analysant des données pour une entreprise fintech, réussissant bien selon toute mesure raisonnable. Il pensait que sa mère avait brillamment géré les finances du ménage pour financer son éducation. Il avait dit lors de son dernier appel d'anniversaire à sa mère, « Maman, je ne sais pas comment tu as réussi. » Elle avait accepté la gratitude sans un mot de correction. J'ai laissé passer alors. Je ne le laisserai pas passer beaucoup plus longtemps. À 16h40, mon téléphone a vibré. Pas vivant, mais sa mère, Hélène. Je n'ai pas répondu. Hélène avait 74 ans, était vive comme un tacle, et ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Je soupçonnais qu'elle appelait pour rendre un verdict avant d'avoir entendu les preuves. Je m'occuperai d'Hélène en mon temps, à mes conditions. Ce que j'ai fait, c'est rédiger un court email à l'associé principal de mon cabinet et y joindre 2 documents, la structure de fiducie modifiée et les désignations de bénéficiaires mises à jour. Tout ce que j'avais préparé au cours des 6 dernières semaines, maintenant officiellement déposé, clair, précis, et déjà enregistré auprès de 3 institutions distinctes avant que Vivian ait fini de frapper à une porte qui ne reconnaissait plus sa clé. Je me suis arrêté à un café sur Providence Road et j'ai commandé un café noir. Je me suis assis près de la fenêtre, observant les gens passer avec leurs chiens et leurs poussettes et leur vendredi après-midi ordinaire. Le dollar était toujours ancré dans ma mémoire comme une écharde. Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il clarifiait. Certains hommes ont besoin d'une crise pour agir. J'avais déjà agi. Le dollar a juste confirmé que j'avais eu raison de commencer quand je l'ai fait. Mon téléphone a affiché un nouveau message vocal. Vivian.
Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai classé de la même manière que je classe tout. Noté, catalogué, mis de côté pour le moment opportun. Le moment opportun arrivait, mais pas encore. J'étais en train de revoir un résumé de déposition à mon bureau dans l'appartement de Dilworth lorsque le numéro de Vivian s'est allumé sur mon écran pour la 4e fois ce soir-là. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, comme les autres. Mais 30 secondes plus tard, un numéro différent est apparu, un que je ne reconnaissais pas, avec un indicatif régional 615 qui n'était pas local à Charlotte. J'ai répondu, c'est Richard Frost? La voix était masculine, étroitement contrôlée, mais s'effilochant sur les bords comme les voix le font quand quelqu'un essaie de projeter le calme alors qu'il ne le ressent pas vraiment. C'est Clifford Aldi? Un temps. Je pense que nous devons parler. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et n'ai rien dit. En 30 ans de travail juridique, j'avais appris que le silence est l'outil le plus sous-utilisé dans toute conversation. Clifford l'a rempli. J'ai reçu une lettre aujourd'hui, livrée en main propre à mon bureau. Pas par email, livraison physique, adressée personnellement à moi. Continuez, j'ai dit. Elle faisait référence aux accords de mes fournisseurs, spécifiquement un contrat de licence de données que ma start-up a finalisé le trimestre dernier avec un cabinet appelé Ardenfield Compliance Group. Sa voix s'est tendue. Votre nom est listé comme associé fondateur. C'est exact, j'ai dit. Un long silence. Vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé, j'ai répondu. Vous étiez occupé par d'autres choses. Je l'ai entendu reprendre son souffle. La lettre décrit un conflit d'intérêts potentiel. Elle fait référence à des dates spécifiques, des réunions spécifiques, des documents spécifiques d'une relation personnelle entrevouée. Il s'est arrêté. Entre votre femme et moi, ancien associé, j'ai dit. Le dépôt a été effectué ce matin. Le silence à son extrémité s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le trafic en arrière-plan, où qu'il se trouve. Cela pourrait mettre fin à mon entreprise, a-t-il dit finalement. La théâtre complètement disparu. Si le contrat Ardenfield est signalé pour des violations de neutralité des fournisseurs, tous nos investisseurs vont. Monsieur Aldi. J'ai gardé ma voix égale. Vous êtes entré dans une pièce vendredi soir dernier et avez posé $1 sur le bord de mon verre devant des témoins. Vous avez pris une décision sur ma valeur à ce moment-là. J'ai fait une pause. J'ai pris un autre genre de décision. Je l'ai prise il y a 6 semaines. En fait, bien avant la fête. Un autre long silence. Que voulez-vous? Il a demandé. Rien de vous. J'ai dit, la documentation a déjà été soumise au conseil de conformité pertinent. Ce processus suit son propre calendrier maintenant. Ce que vous faites avec l'information est votre affaire. Vous n'allez pas, il s'est arrêté de nouveau. Vous allez laisser le processus suivre son cours. C'est à cela que servent les processus, j'ai dit. J'ai entendu sa respiration changer. Elle ne m'a jamais dit qui vous étiez. Elle a dit que vous étiez. Il s'est repris. Je sais ce qu'elle a dit, je lui ai dit. Elle l'a cru aussi pendant longtemps. C'est ça le truc avec les hommes silencieux, monsieur Aldi. Les gens ont tendance à remplir les blancs avec ce qui est le plus commode pour eux. J'ai mis fin à l'appel, et posé le téléphone face cachée sur le bureau et suis retourné au résumé de déposition. 15 minutes plus tard, un SMS est arrivé d'un numéro que je reconnaissais comme celui de Vivian. Que as-tu fait? Clifford vient de m'appeler en hurlant. Il a dit que tu possédais l'entreprise avec laquelle il travaille. Il a dit que tu ne m'avais jamais dit que ton mari l'avait déjà. Richard, qu'est-ce que j'ai demandé? Je l'ai lu 2 fois. J'ai reposé le téléphone. Ce que c'était 30 ans de préparation rencontrant une soirée du vendredi très chère. Je suis allé à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis tenu à la fenêtre, regardant les lumières de la rue de Dilworth s'allumer une par une dans l'obscurité naissante. Elle avait construit une version de moi dans sa tête qui convenait à sa vie. Une version à qui l'on pouvait donner $1 et qu'on pouvait renvoyer. Et elle avait présenté cette version à un homme qui n'avait aucune idée qu'il opérait à l'intérieur d'une structure que j'avais passé des décennies à construire. Il pensait qu'il me prenait quelque chose. En fait, il était entré directement dedans. Sheila m'a appelé le lendemain matin à 9 h. Elle a sauté les civilités. Elle est chez moi, a-t-elle dit. Elle a passé la nuit. Richard, elle ne va pas bien.
J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit. Elle n'arrête pas de dire que tu as tout bloqué par dépit. Que c'est une manœuvre de contrôle. Une pause. Je n'étais pas d'accord avec elle. Je veux que tu le saches. Que as-tu dit? J'ai dit que les hommes qui agissent par dépit ne passent pas des mois à préparer des documents juridiques. Une autre pause. Ça ne lui a pas beaucoup plu. J'ai presque souri. Sheila, je ne vais pas te demander de la gérer. Tiens-moi juste au courant si quelque chose change de ton côté. Il y a encore une chose. Sa voix a baissé. Ta belle-mère m'a appelé ce matin. Hélène, elle monte de Greenville. Elle dit aux gens que tu as contrôlé Vivant pendant des années. Elle a déjà parlé à 2 femmes du cercle de bien-être de Vivant. J'ai posé mon café. Hélène, 74 ans, langue acérée, conviction absolue dans la version de sa fille de chaque histoire qu'elle avait jamais entendue. Elle avait passé des années à me traiter comme un meuble que Vivant avait malheureusement gardé d'un appartement précédent. Quand arrive-t-elle, ai-je demandé. Cet après-midi. Merci, Sheila. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté avec cette information pendant quelques minutes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier que j'avais simplement étiqueté HB Hélène Bradshaw. À l'intérieur se trouvaient 3 ans de relevés de paiement, des transferts anonymes de l'un de mes comptes de holding vers un service de facturation médicale privé à Greenville, en Caroline du Sud. Hélène avait une maladie rénale chronique qui nécessitait des traitements trimestriels. Sa couverture médicale avait un vide. Vivian me l'avait mentionné en passant il y a des années. L'avait mentionné une fois, l'avait oublié le même après-midi. Je n'avais pas oublié. J'avais mis en place les paiements discrètement, sans jamais les mentionner à l'une ou l'autre. 37 paiements sur 3 ans. Pas un mot d'Hélène sur la façon dont le manque de couverture était comblé. Soit elle ne savait pas, soit elle avait décidé de ne pas demander. Quoi qu'il en soit, cette information avait son temps et son lieu. Ce n'était pas aujourd'hui, mais ça allait venir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vivien faisait apparemment ce que les gens font lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds. Elle cherchait. Je le savais parce que Sheila m'a envoyé un SMS à 11h14. Elle est sur son ordinateur portable depuis 2 heures. J'ai regardé par-dessus son épaule. Elle te googlise. J'ai lu cela et me suis penché en arrière sur ma chaise. Qu'elle regarde. Ce que Vivien trouverait n'était pas un profil LinkedIn avec une photo de tête générique et une liste d'adhésion à des associations d'avocats. Elle trouverait des articles dans des publications professionnelles remontant à 15 ans. Elle trouverait mon nom associé à un cadre que 40 et quelques cabinets privés utilisent maintenant comme norme pour la protection des actifs. Elle trouverait une citation tirée d'un article de journal d'affaires. Je me souvenais d'avoir donné l'interview. Une rare exception à ma politique habituelle de ne pas apparaître dans la presse, où j'avais dit quelque chose du genre, les structures juridiques les plus solides sont celles que l'autre partie ne pense jamais à examiner. Elle trouverait un nom, Hartwell Asset Partners, le groupe de holding qui englobait mon cabinet d'avocats et 3 autres entités. Elle trouverait l'Ardenfield Compliance Group, qui avait envoyé sa lettre à Clifford. Elle trouverait des années de travail silencieux et méthodique sur lequel elle avait vécu sans jamais regarder en bas. Je me suis demandé ce que cela faisait. Réaliser que le sol que l'on rejetait était en fait la fondation. Mon téléphone a sonné à 13h30. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais avant de répondre. Richard. La voix d'Hélène était sèche, contrôlée. La voix d'une femme qui considérait le calme comme une forme d'arme. Je veux que tu t'expliques. Bonjour Hélène. J'espère que le trajet s'est bien passé. Ne fais pas ça. Coupe sec. Ne sois pas aimable avec moi en ce moment. Ma fille est assise à la table de la cuisine de sa sœur, sans rien, sans accès à sa maison. Pas de carte, rien. C'est toi qui as fait ça. Oui, ai-je dit. Une pause. Elle ne s'était pas attendue à ce que je le confirme aussi directement. C'est cruel, dit-elle. C'est l'acte d'un homme qui veut punir. C'est l'acte d'un homme qui s'est préparé à une situation qu'il espérait ne pas arriver, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a fait une erreur. Hélène, j'ai gardé ma voix égale. Je ne vais pas plaider cela avec toi au téléphone. Ce que je te dirai, c'est que les décisions que j'ai prises sont légales, documentées et déjà enregistrées auprès de plusieurs institutions. Si Vivien veut contester l'une d'elles,
elle est libre de retenir un avocat. Silence, puis, avec moins de certitude, tu es sérieux. J'ai été sérieux au sujet de ce mariage pendant 22 ans, ai-je dit. J'étais apparemment le seul. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai continué. Je veux aussi que tu saches, Hélène, et je ne dis pas cela comme une menace, mais comme un fait, qu'il y a des choses sur les dernières années dont tu n'es peut-être pas au courant. Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation, je suis disponible. Mais pour l'instant, je t'encourage à avoir l'image complète avant de te rendre chez quelqu'un d'autre pour prononcer un verdict. Un long silence. Quelque chose dans son ton a légèrement changé. Une fissure capillaire dans la certitude. Que veux-tu dire, a-t-elle demandé. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. J'ai fait une pause. Prends soin de toi, Hélène. Le retour à Greenville est long. J'ai mis fin à l'appel, me suis versé un nouveau café, me suis assis au bureau et ai ouvert le flux en direct des caméras de la maison. La propriété était immobile, les feuilles s'accumulaient sur l'allée. Personne à la maison. 30 ans de construction, 22 ans de mariage, et à la fin, il n'avait fallu $1 et une soirée très publique pour que tout le prétexte s'effondre. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais clair comme un mémoire juridique après la dernière révision. Tout ce qui était inutile avait été supprimé. Seuls les faits essentiels subsistaient. Colin appellerait bientôt. Je pouvais le sentir comme on sent le temps changer. Quand il le ferait, je serais prêt. Il y avait des choses que mon fils méritait de savoir sur qui avait réellement écrit les chèques. Sur qui avait été silencieux quand il aurait dû parler et pourquoi. Sur ce que signifiait construire quelque chose de réel par rapport à l'apparence de le construire. Mais cette conversation nécessitait le bon moment. Et j'avais passé toute ma carrière à comprendre la différence entre le bon moment et le moment opportun. Hélène Bradshaw est arrivée chez Sheila à 14h15 avec une valise à roulettes, un plat à gratin, et 30 ans de certitude maternelle emballés dans un corps des 1 M60. À 14h45, selon le SMS de Sheila, elle m'avait déjà traité d'opérateur impitoyable, de tyran financier, et d'un homme qui n'avait jamais mérité sa fille. À 15h, elle était au téléphone avec la ligne de signalement d'une chaîne de télévision locale. Je l'ai appris d'un ancien collègue qui connaissait le rédacteur en chef. Il m'a appelé par courtoisie professionnelle. Je l'ai remercié et je n'ai pas paniqué. Hélène parlant à une ligne de signalement était un problème avec un plafond. Ce qu'elle ne savait pas n'avait aucun plafond. Je me suis rendu chez Sheila à 16h. Je n'ai pas appelé à l'avance. Sheila a ouvert la porte et à son crédit, elle n'a pas semblé surprise. Elle s'est écartée sans un mot. Le salon est devenu très silencieux quand je suis entré. Vivant était sur le canapé, toujours en vêtements empruntés, les mains autour d'une tasse. Hélène se tenait près de l'embrasure de la cuisine comme une femme gardant un périmètre. Elle m'a regardé comme les procureurs regardent les accusés qu'ils ont déjà condamnés en interne. « Tu n'as rien à faire ici », a dit Hélène. « C'est la maison de Sheila. » J'ai répondu, je laisserai Sheila en décider. Sheila n'a rien dit, ce qui était une réponse suffisante. Je ne me suis pas assis. J'ai regardé Vivant. Elle a regardé en arrière et un instant la performance est tombée. La dignité blessée, l'indignation répétée, et en dessous, il y avait quelque chose que je reconnaissais. Le visage d'une personne qui avait passé les 18 dernières heures à découvrir que l'histoire qu'elle se racontait avait des lacunes importantes. Je sais que tu cherchais mon nom, ai-je dit. Non pas accusateur, juste une simple déclaration. La mâchoire de Vivian s'est serrée. Je ne savais pas la moitié de ce dans quoi tu étais impliqué. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Pas une seule fois en 22 ans n'as-tu demandé ce que je construisais réellement. Tu savais que je travaillais. Tu savais qu'il y avait de l'argent. C'était l'étendue de ton intérêt. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Vivien. Ma voix est restée égale. Je ne suis pas ici pour discuter. Je suis ici pour une seule raison. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti une enveloppe que j'ai posée sur la table basse. C'est un relevé, ai-je dit. 37 paiements sur 3 ans depuis un de mes comptes vers un service de facturation médicale privé à Greenville. J'ai regardé Hélène. Tes traitements rénaux, Hélène. Le manque dans ta couverture médicale. Quelqu'un a comblé ce manque. Et ce, depuis 3 ans. Hélène est restée très immobile.
Ce quelqu'un, j'ai continué, n'était pas ta fille. Vivian a mentionné ta situation une fois en passant il y a environ 3 ans et 2 mois. Elle l'a oublié le soir même. J'ai mis en place les virements la semaine suivante. La pièce était absolument silencieuse. Hélène a regardé l'enveloppe sur la table, puis moi, puis Vivant. Le visage de Vivant était devenu pâle. Tu n'as jamais rien dit, a dit Hélène finalement. Sa voix avait perdu son mordant. Il n'y avait rien à dire. J'ai répondu, tu avais besoin d'aide. J'ai aidé. C'est ce que l'on fait pour la famille. J'ai fait une pause. Même quand la famille ne vous accorde pas la même considération. Je n'ai pas insisté. Je n'en avais pas besoin. L'information avait atterri exactement là où elle devait. Hélène s'est assise lentement dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle ne ressemblait plus à une femme gardant un périmètre. Elle ressemblait à une femme faisant des calculs dont elle n'aimait pas les résultats. Vivant a posé sa tasse sur la table basse. Richard, je ne suis pas venu ici pour me réconcilier, ai-je dit. Je suis venu ici parce que ta mère était sur le point d'aller à une ligne de signalement de nouvelles télévisées avec une histoire incomplète. Je voulais qu'elle ait l'histoire complète avant qu'elle ne fasse quelque chose qu'elle ne pourrait pas annuler. J'ai boutonné ma veste. La demande de divorce sera déposée dans les prochains jours, ai-je dit. Je vous encourage toutes les deux à la lire entièrement avant de vous faire une opinion. Chaque clause a une raison. J'ai regardé Vivant une dernière fois. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherchais. Je ne pouvais simplement plus financer la recherche. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai fait un signe de tête à Sheila et je suis parti. Dehors, l'air d'octobre était devenu vif. Je suis allé à ma voiture, je me suis assis un instant et j'ai regardé la rue. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais terminé, et d'après mon expérience, terminer est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de travailler. Colin a appelé un mardi. J'étais en train de revoir un amendement de fiducie quand son nom est apparu sur mon écran, et j'ai tout mis de côté sans hésitation. Papa, sa voix était ferme, mais avec cette tension particulière que les jeunes hommes ont quand ils retiennent quelque chose avec précaution. J'ai vu les nouvelles concernant Clifford Aldi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'ouverture. Que as-tu vu? Il y a un article dans une publication spécialisée en FinTech. Il fait référence à une divulgation de conformité impliquant Ardenfield Compliance Group. Il nomme sa société et il nomme le cabinet qui a déposé la divulgation. Une pause. Votre cabinet, papa. C'est exact, ai-je dit. Silence. Alors, depuis combien de temps cela dure-t-il? 6 semaines de préparation. La partie visible s'est déroulée en environ 48 heures. Un autre silence plus long. Je pouvais l'entendre réfléchir, comme il le faisait toujours, construisant l'image pièce par pièce avant de s'engager sur une réponse. Il tenait ça de moi. Je l'ai remarqué quand il avait 14 ans et je n'en ai jamais rien dit parce que certaines choses, on les regarde simplement avec une fierté silencieuse. Maman m'a appelé hier, a-t-il dit finalement. Elle m'a dit que tu avais tout bloqué et que tu l'avais mise à la porte sans prévenir. Que ça venait de nulle part. Ça ne venait pas de nulle part, ai-je dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre ta version avant de dire quoi que ce soit. Une pause. Ça ne lui a pas plu. J'imagine bien. Je me suis adossé à ma chaise. Colin, il y a quelque chose que je dois te dire. Je le porte depuis un moment et tu mérites de l'entendre directement de ma part. D'accord. Les frais de scolarité, les dépôts de logement à Berlin, les frais de licence professionnelle, les programmes de certification, le virement d'urgence que tu as reçu ta 2e année quand ton propriétaire a augmenté le loyer avec 2 semaines de préavis. J'ai gardé ma voix égale. Tout cela provenait directement de mes comptes. J'ai mis en place les virements. J'ai géré le timing. Je me suis assuré qu'il n'y ait jamais de lacune. Un très long silence. Maman a dit qu'elle gérait les finances du ménage. Il a dit, elle gérait un budget familial que je finançais entièrement. J'ai répondu, il y a une différence. Je n'ai jamais corrigé le dossier parce que je ne voulais pas que tu portes le poids de la structure de notre mariage pendant que tu essayais de construire ta propre vie. Mais la structure change maintenant. Et tu devrais savoir sur quoi elle a été construite. Je l'ai entendu expirer une longue et lente respiration. Papa,
elle m'a laissé la remercier. Pendant des années, je sais, elle. Lors de mon dernier appel d'anniversaire, elle a dit. Il s'est arrêté. Elle a dit qu'elle avait travaillé très dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle croyait une version de cela, ai-je dit. Les gens le font souvent. C'est généreux de ta part. C'est exact. Ai-je dit, être généreux serait faire semblant que cela n'est pas arrivé. Il est resté silencieux un instant. Alors je rentre à la maison. Tu n'as pas à faire ça, Colin. Je sais que je n'ai pas à le faire. Sa voix était ferme comme les voix le deviennent quand une décision est déjà prise. Et la déclaration n'est qu'une formalité. Je vais réserver un vol ce soir. Je serai à Charlotte d'ici jeudi. Je n'ai pas argumenté. La vérité était que je voulais voir mon fils, non pas pour l'utiliser comme un allié ou pour organiser une réunion pour le bénéfice de quiconque. Juste pour m'asseoir en face de la personne pour qui j'avais passé 25 ans à m'assurer discrètement qu'il avait tous les avantages que je pouvais lui construire. Jeudi, c'est bien, ai-je dit. Je viendrai te chercher. Il est arrivé à l'aéroport Charlotte-Douglas juste après 14 heures un jeudi, roulant une seule valise cabine avec l'efficacité d'un homme qui avait appris à voyager léger. Il me ressemblait à cet âge, la même mâchoire, la même façon de balayer une pièce du regard quand il y entrait. Nous nous sommes serrés la main d'abord, comme nous le faisions toujours, puis il m'a tiré dans une brève étreinte ferme qui m'a légèrement surpris. « Tu as bonne mine », a-t-il dit. « On dirait que tu n'as pas dormi pendant le vol. » Il a presque souri. Juste. Nous sommes allés dans un restaurant à Nota, une banquette d'angle, un bon café, le genre d'endroit où les conversations pouvaient durer longtemps sans que personne ne le remarque. J'ai exposé le tableau complet au cours des 2 heures suivantes, sans drame, sans récrimination, juste les faits, la chronologie, la documentation, les décisions. Colin a écouté comme il écoutait toujours, les mains à plat sur la table et les yeux rivés sur les miens. Quand j'ai eu fini, il est resté assis un instant. Puis, Clifford Aldi n'avait aucune idée de qui vous étiez. Il avait les informations à sa disposition, ai-je dit. Il a choisi de ne pas les utiliser. C'est un schéma chez les gens qui pensent avoir déjà évalué la situation. Maman ne lui a jamais dit. Non. Colin a tourné sa tasse de café lentement. Penses-tu qu'elle connaissait l'étendue de ce que tu avais construit? Je pense qu'elle en savait assez pour vivre confortablement, ai-je dit. Quant à savoir si elle en comprenait l'architecture. Non. Elle n'a jamais demandé. Il a hoché la tête lentement. Puis il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a sorti son téléphone, a ouvert quelque chose et l'a fait glisser sur la table. C'était un brouillon de publication LinkedIn. 3 paragraphes. Je l'ai lu attentivement. Le premier paragraphe disait simplement que son éducation et son développement professionnel avaient été entièrement financés par son père, Richard Frost, et qu'il voulait que le dossier soit corrigé. Le second décrivait brièvement ce que son père avait construit au cours de 30 ans. Le troisième disait qu'il respectait ses 2 parents, mais que la vérité importait plus que le confort. J'ai levé les yeux. Tu n'as pas à faire ça. Je sais, a dit Colin. C'est pourquoi je veux le faire. J'ai fait glisser le téléphone de nouveau sur la table. C'est ta décision. Il l'a pris, l'a posté, l'a posé face cachée. Maintenant, a-t-il dit, et il a pris son café. Dis-moi ce dont tu as besoin de moi pendant que je suis ici. C'était mon fils. Pas de théâtre, pas de performance, juste de la présence. 3 jours après l'arrivée de Colin à Charlotte, Vivien a fait son mouvement. Je l'ai appris de la même manière que j'ai appris la plupart des choses. Non par le drame, mais par un appel discret de quelqu'un qui était attentif. Une collègue à moi, une femme nommée Patricia Hawkes, qui dirigeait un cabinet d'investigation boutique à Uptown Charlotte, m'a appelé à 8 heures du matin. Richard, dit-elle sans préambule. Quelqu'un a contacté mon cabinet hier après-midi. Un client potentiel voulait une recherche d'opposition sur un sujet. Une pause. Le sujet, c'était vous. J'ai posé mon café. J'apprécie l'appel, Patricia. J'ai pris le rendez-vous d'admission, a-t-elle poursuivi. Une femme d'une 40aine d'années, bien présentée, a dit qu'elle avait besoin de documents de mauvaise conduite financière, d'actifs cachés, de preuves de contrôle et de manipulation dans un mariage. Une autre pause.
Elle avait une liste de questions imprimées qui ressemblait à quelque chose qu'elle avait rédigé à la hâte. A-t-elle laissé un nom? Vivien Frost, la voix de Patricia était sèche. Elle ne semblait pas faire le lien avec le fait que je connaîtrais la vôtre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que j'allais examiner le dossier et faire un suivi dans les 48 heures. Langage d'admission standard. Un battement. Puis je vous ai appelé. Vous lui rendez son acompte? Déjà fait, a dit Patricia, avec une note indiquant que le cabinet avait identifié un conflit d'intérêts et n'était pas en mesure de poursuivre. J'ai expiré. Merci, Patricia. Ne me remerciez pas. Ne faites juste jamais rien qui vaille vraiment la peine d'être enquêté. Elle a mis fin à l'appel. Je suis resté avec l'information. Vivien avait essayé d'engager quelqu'un pour monter un dossier contre moi. Quelqu'un qui, selon toute probabilité professionnelle raisonnable, me connaissait. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la panique vêtue des habits du désespoir. La distinction importait parce que la panique se déplace en ligne droite et fait des choix prévisibles. Je pouvais travailler avec le prévisible. J'ai appelé mon avocat, David Kern, et l'ai informé du développement. Il l'a noté, l'a ajouté au dossier, et m'a dit que cela ne changeait rien légalement, mais confirmait le calendrier que nous avions anticipé. Colin était dans l'autre pièce, travaillant à distance, son ordinateur portable ouvert, les appels en sourdine. Quand je suis entré et que je lui ai dit ce qui s'était passé, il a levé les yeux de son écran et a dit « Elle a engagé un détective privé contre toi. » Elle a essayé. Il est retourné à son ordinateur portable. Combien de cabinets à Charlotte connaissent ton nom professionnellement? Assez, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois et est retourné au travail. Pas de sermon, pas de commentaire. C'était suffisant. Le développement suivant est survenu 2 jours plus tard et d'une direction inattendue. Le partenaire commercial de Clifford Aldi, un homme nommé Roy Tillman, a appelé mon bureau. Roy était cofondateur de la start-up de Clifford, quelqu'un que j'avais rencontré une fois lors d'une conférence 3 ans auparavant. Il était méthodique là où Clifford était théâtral, ce qui signifiait qu'il avait été le cerveau opérationnel derrière une entreprise dont Clifford était le visage. Il n'a pas perdu de temps. Monsieur Frost, je veux être direct avec vous. Clifford a pris des décisions au cours des derniers mois qui ont placé cette entreprise dans une position précaire. Je suis conscient depuis un certain temps que son jugement a été compromis dans certains domaines. Continuez, ai-je dit. Je n'appelle pas pour négocier, a dit Roy. J'appelle parce que l'examen du Conseil de conformité va faire surface des communications internes qui impliquent plus que sa simple conduite personnelle. Il y a des détails d'accords fournisseurs, des termes de licence de données, des choses qui touchent aux intérêts de votre groupe. Une pause. Je veux que vous sachiez que j'ai l'intention de coopérer pleinement avec le processus d'examen. Je voulais vous le dire directement plutôt que de le laisser surgir comme une surprise. J'ai apprécié cela. Je le noterai. Ai-je dit, il y a encore une chose. Roy a dit, j'ai découvert cette semaine que Clifford était au courant de votre lien avec le groupe Ardenfield avant la fête. Il avait vu votre nom dans la documentation fournisseur. Il savait. Un long silence. Il a juste décidé que cela n'avait pas d'importance. La pièce est devenue très silencieuse. Il avait su. Il avait examiné la documentation, vu mon nom, et décidé que l'information était pertinente. Il avait décidé que l'homme silencieux debout de l'autre côté du sol en marbre avec un bourbon intact n'était pas un facteur à calculer. Ce dollar dans mon verre n'avait pas été de l'insouciance. Il avait été délibéré, ce qui signifiait que tout ce qui avait suivi n'était pas seulement une conséquence. C'était une correction. Merci, Roy, ai-je dit. Je m'assurerai que le conseil soit au courant de votre coopération. J'ai mis fin à l'appel et je me suis dirigé vers la fenêtre. Charlotte s'étendait en dessous dans la pâle lumière de novembre. Les tours du centre-ville scintillaient, les rues suivaient leurs schémas ordinaires. Colin est apparu dans l'embrasure de la porte. Tout va bien? Mieux que bien, ai-je dit. Clifford savait qui j'étais avant la fête. Colin est resté silencieux un instant. Alors il l'a fait quand même. Oui. Mon fils s'est appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, et a regardé par la fenêtre à côté de moi. Certains hommes ne pensent pas que les conséquences s'appliquent à eux, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'elles le fassent.
25 ans et il avait déjà appris ce qui prenait 2 fois plus de temps à la plupart des hommes. J'ai posé brièvement ma main sur son épaule. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai repris le travail. Les documents de divorce sont arrivés un lundi matin. Livraison par coursier à 9 heures précises, adressée à Vivien chez Sheila. Je connaissais l'heure exacte parce que David Kern avait organisé un service et confirmé la livraison par SMS. À 10h15, Vivien avait appelé mon numéro 4 fois. J'ai laissé les 4 appels passer. À midi, Sheila a envoyé un SMS. Elle l'a lu. Elle ne va pas bien. Richard, il n'y a pas de disposition pour la pension alimentaire. J'ai répondu par SMS, clause 9 de l'accord prénuptial. 2009, elle a signé pendant le brunch. Sheila n'a pas répondu pendant plusieurs minutes. Puis elle dit qu'elle n'a pas compris ce qu'elle signait. J'ai tapé, c'est à cela que sert un conseiller. Elle devrait en prendre un. Cet après-midi-là, Colin et moi sommes passés devant la maison ensemble. Pas pour se vanter. Colin l'avait suggéré. Il a dit qu'il voulait la revoir une dernière fois avant que les choses ne changent davantage. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue. L'endroit avait le même aspect que d'habitude de l'extérieur. Le chêne du jardin avant avait pris ses couleurs ambrées. La lumière du porche était éteinte. Tu la vends, a dit Colin. Ce n'était pas une question. Déjà vendu, ai-je dit. Clôturé vendredi. Il s'est tourné rapidement. Acheteur corporatif, transaction au comptant. L'accord avait été structuré pendant 3 semaines. Je n'avais juste pas exécuté la signature finale avant que le timing ne soit bon. J'ai regardé la maison. Je ne voulais plus y vivre. Trop de pièces qui avaient cessé de signifier ce qu'elles signifiaient autrefois. Colin a regardé le chêne un instant. J'ai appris à faire du vélo dans cette allée. Je sais. Tu es d'accord pour la laisser partir? J'y ai réfléchi honnêtement. La maison était en bois et en cloison sèche. Ai-je dit, ce que j'y ai construit, les années, le travail, élevé, cela ne part pas avec l'acte de propriété. Il a hoché la tête lentement, l'a regardé une dernière fois. Puis, d'accord, allons-y, nous sommes partis sans regarder en arrière. Vivien a découvert la vente 2 jours plus tard lorsqu'elle est passée devant et a vu un panneau d'une société de gestion immobilière sur le portail d'entrée. Sheila m'a envoyé un SMS ce soir-là, elle est arrivée à ma porte en larmes. Elle a dit que la maison était déjà partie. Richard, elle s'est arrêtée. A recommencer, je sais que tu avais tous les droits. Je voulais juste que tu saches. J'ai apprécié l'honnêteté de Sheila. Je l'avais toujours appréciée. Des 2 femmes de cette famille, c'était celle qui n'avait jamais eu besoin qu'une histoire soit parfaite. Pendant ce temps, la situation de Clifford Aldi avait continué à évoluer sans aucune autre intervention de ma part. Roy Tillman avait déposé un rapport interne distinct auprès du conseil d'administration de l'entreprise, ce qui a déclenché un examen indépendant. 3 investisseurs avaient demandé des documents. La valorisation de l'entreprise avait été discrètement dégradée par 2 cabinets d'analystes. Clifford n'avait plus appelé. Il ne le ferait pas. Les hommes comme ça deviennent silencieux quand le public disparaît. L'examen du conseil de conformité s'est conclu 9 jours après que j'ai déposé la divulgation. Leur conclusion, la relation personnelle constituait un conflit d'intérêts matériel en vertu de la clause de neutralité des fournisseurs. Le contrat Ardenfield a été mis sous examen. Clifford a démissionné de son poste de PDG un mercredi, avec effet immédiat, avec une déclaration que son cabinet de relations publiques avait clairement rédigée. Prudente, froide, rien d'admis. Colin m'a montré l'annonce au petit déjeuner dans mon appartement. Savais-tu que ça allait arriver, a-t-il demandé. Je savais que le processus suivrait son cours, ai-je dit. Je n'ai pas dirigé le résultat. J'ai juste soumis la documentation. Colin a regardé l'article un instant. Puis il a fermé son ordinateur portable. Il connaissait ton nom avant la fête, papa. Roy te l'a dit. Oui. Et il a laissé tomber le dollar quand même. Oui. Colin a regardé son café. Que penses-tu qu'il se dit à ce sujet? J'ai réfléchi à la question. Probablement qu'il n'a pas eu de chance. Qu'il est tombé sur le mauvais homme. J'ai fait une pause. Les hommes comme ça considèrent rarement la possibilité que l'autre homme les ait simplement surpassés. Colin est resté silencieux un instant.
Puis il a dit, j'ai posté un suivi à l'article LinkedIn. J'ai haussé un sourcil. Rien d'agressif, a-t-il dit. Juste une ligne. Elle disait, mon père n'a jamais eu besoin d'un titre. Il n'avait juste besoin que d'un stylo et de suffisamment de temps. J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table du petit déjeuner, 25 ans. Comprenant déjà des choses qui m'avaient pris une décennie de plus à apprendre, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine qui était restée agitée pendant longtemps. Merci, ai-je dit. Il a pris son café. Ne me remercie pas, assure-toi juste que le prochain chapitre soit meilleur que le dernier. 8 mois plus tard, Colin est revenu de Berlin pour un long week-end. Pas d'occasion particulière, pas d'événement. Il a juste dit qu'il voulait rentrer à la maison, ce qui signifiait qu'il voulait me voir, ce qui était une raison suffisante. J'avais déménagé dans une maison du quartier de Cotswold à ce moment-là. Plus petite que l'ancienne, des lignes plus épurées, un porche arrière qui donnait sur une bande de bois qui prenait des couleurs remarquables à l'automne. Je l'avais meublé simplement. Rien de l'ancienne maison. Un nouveau départ, un nouvel inventaire. Nous sommes allés au lac Norman le samedi matin. J'avais un ami avec un quai, un juge de circuit à la retraite nommé Harold Brick qui me connaissait depuis 20 ans et ne posait pas de questions inutiles. Il nous a tendu 2 cannes, a montré l'eau, et est retourné à l'intérieur pour lire. Nous avons pêché pendant 3 heures sans aucun programme. L'eau était plate et argentée dans la lumière du matin. Un héron est resté immobile près de la rive lointaine pendant la majeure partie d'une heure. Colin a attrapé 2 achigans et les a relâchés tous les 2. J'en ai attrapé un et j'ai fait de même. À un moment donné, sans préambule, Colin a dit, tu aurais pu me parler plus tôt de l'argent, de ce que tu as construit. J'aurais pu, ai-je admis. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi, pas seulement chercher la réponse facile, parce que je voulais que tu construises ton propre sens de ce dont tu étais capable avant que tu ne saches l'ampleur de ce qui était derrière toi. Certains hommes reçoivent le contexte trop tôt et passent leur vie à se produire pour lui au lieu de le dépasser. Colin a tourné cela pendant un certain temps. L'héron s'est envolé de la rive lointaine sans prévenir et a disparu au-dessus de la ligne des arbres. Maman m'a appelé la semaine dernière, a-t-il dit. Comment c'était? Honnête, en fait. Plus honnête que je ne l'espérais. Il a rembobiné sa ligne lentement. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup d'années à ne pas poser les bonnes questions. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas exact. Une pause. Je pense qu'elle le pensait. Bien, ai-je dit. Tu n'as rien d'autre à dire à ce sujet? Non, ai-je dit. C'est ta mère. Cette relation est à toi de gérer. Je n'en fais plus partie. Il m'a regardé. Tu n'es pas amère. Je l'ai été pendant un certain temps, ai-je dit. Au début. Puis je me suis occupé. J'ai regardé l'eau. L'amertume coûte cher. J'ai passé 30 ans à apprendre à être précis avec les ressources. Colin a presque ri. C'était la chose la plus proche d'un vrai rire que j'avais entendu de lui de tout le week-end. Et cela valait plus que tout le trajet. L'entreprise de Clifford a déposé une demande de restructuration le mois dernier, a-t-il dit après un certain temps, j'ai entendu. Et la pratique de bien-être de Vivian, elle la dirige toujours. Moins de clients maintenant, mais ça marche bien, ai-je dit. Et je le pensais honnêtement, sans qualification. Hélène t'a appelé, n'est-ce pas? Colin a dit. 2 fois. J'ai dit, une fois pour s'excuser d'être allé à la ligne de signalement de nouvelles. Une fois pour me remercier pour les paiements médicaux. Que as-tu dit? La première fois, je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. La deuxième fois, je lui ai dit de prendre soin d'elle et que les paiements continueraient tant qu'elle en aurait besoin. Colin était silencieux. Alors tu as maintenu les paiements. Elle en avait besoin. J'ai dit, cela ne change pas parce que le mariage s'est terminé. Il m'a regardé longuement. Tu es un homme étrange, papa. Probablement, j'ai acquiescé. Nous avons pêché jusqu'à midi. Puis Harold est sorti avec des sandwichs et nous nous sommes assis tous les 3 sur le quai, mangeant sans beaucoup de conversation, regardant l'eau bouger. Sur le chemin du retour, Colin a dit, je veux revenir plus souvent. Pas pour une raison particulière, juste plus souvent. La lumière du Porsche sera allumée, ai-je dit. Il a regardé la route. Pas d'un coup.
C'était suffisant pour nous deux. Certaines choses n'ont pas besoin de plus de mots que ça.